Ah, je peux vous assurer que ce générique, quand j'étais petit, je l'ai adoré, mais adoré. Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Manga Press où il sera question aujourd'hui de Karate Kid. Voilà, vous l'attendiez pas celle-là, on va parler de Cobra Kai, du héros iconique Johnny Lawrence et de ce fragile de Daniel LaRusso. Mais non! Bon, ça c'est ce que je vous aurais dit si ma vidéo était un prank. Mais c'est pas le genre de la maison, on fait pas du putaclic ici, vous le savez. Donc retournons à l'essentiel, Karate Kid, j'y reviendrai un autre jour. Si vous avez oublié ou si vous ne connaissiez pas, Judo Boy raconte l'histoire d'un jeune combattant, muet par le devoir de venger son père, tué par un horrible borgne. Et pour combattre, il revêt une veste de kimono rouge qui a la particularité magique de lui faire perdre chaussures et chaussettes tout en le rendant beaucoup plus fort. Avant d'être un dessin animé de 26 épisodes, Judo Boy, de son vrai nom Kurenai Sanshiro, était un manga, mais un manga dont il était déjà prévu de le décliner en animé. Et pour comprendre un peu tout ça, je reviens rapidement sur une société de production japonaise très connue, Tatsunoko. Tatsunoko a été fondé en 1962 par Tatsuo Yoshida. Dans cette aventure, il était accompagné de ses deux frères, Kenji et Toyoharu, et cette société est à l'origine de bon nombre d'animés comme Speed Racer, Gatchaman, Shurato, Super Durant, Samurai Pizza Cat et bien d'autres. Et si vous voulez plus d'informations, allez voir ma rétrospective Gatchaman. Sachez simplement que Judo Boy est l'un des tout premiers animés de la firme, le 5e plus précisément, et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait deux styles d'approche esthétique chez Tatsunoko. L'approche réaliste avec Mac Go Go Go, Speed Racer, et l'approche plus comique avec Ora Guzura Dado. Kurenai Sanshiro vient contraster très fortement avec la production précédente avec un esthétisme encore plus réaliste et plus sombre, voire même nihiliste parfois. Donc Judo Boy est un manga écrit et dessiné par Ipei Kuri, aidé en cela par Tatsunoko Productions, et Ipei Kuri, c'est un pseudo. C'est le pseudo de Toyoharu Yoshida, frère de Tatsuo, et c'est ce dernier qui a initié Judo Boy, à l'aube de sa retraite de mangaka. C'est pour ça que le manga est dirigé par son frère Ipei Kuri, et par Tatsunoko, et plus particulièrement le tout jeune Mamoru Ushiyama, alors employé de la firme. Mamoru quittera quelques temps plus tard l'entreprise et prendra son indépendance, il sera chargé de réaliser des œuvres ultra connues, et notamment Ultraman. Oui, je sais, ça fait deux ultras dans la même phrase, mais c'est comme ça, c'est ma vidéo. Et je fais ce que je veux. Mais bon, avant cela, il était sur le manga Judo Boy, qui sortit dans le Weekly Shonen Sunday en 1968, donc un peu avant la série. C'est la première version, celle de Kuri et Ushiyama. Mais il y a eu une seconde version dans le Weekly Shonen Jump en 1969, crédité Tatsunoko, mais en réalité, c'est bien Ushiyama encore qui est derrière l'œuvre. Dans la rétro Astro Boy, je vous avais dit que dans les années 60, Osamu Tezuka avait révolutionné le manga, avec son style influencé par Disney, vous savez, les gros yeux. Mais à l'époque, un autre style esthétique faisait sa petite révolution, le style Gekiga. Je vous en avais parlé également, le Gekiga c'est un genre dur avec une représentation sociale complexe et très réelle, voire pessimiste. Kurenai Sanshiro emprunte beaucoup à ce courant d'un point de vue esthétique, mais beaucoup moins sur le plan narratif. Kurenai Sanshiro c'est beaucoup plus exotique, beaucoup plus fantastique, c'est une aventure. Et d'ailleurs, contrairement à des dessins animés basés sur le sport comme Ashita no Joe, Kurenai Sanshiro n'est pas un divertissement sportif. L'art martial employé n'est qu'un outil pour le héros afin d'avancer dans sa quête. Ce n'est pas le sujet du dessin animé. La construction de l'animé paraît dépassée aujourd'hui, et pour cause, il a près de 60 ans. Mais il faisait original dans la production de l'époque. Il y avait très peu de mise en scène, et c'était plutôt redondant. Mais le scénario, l'histoire, retenait l'attention du spectateur. En plus, le programme intervient dans un moment de stabilité pour Tatsunoko, et cela va se ressentir à l'écran puisque l'entreprise a davantage de latitude pour expérimenter. Je l'avais très légèrement évoqué dans la rétrospective Gatchaman en reprenant l'exemple du flou de mouvement du héros en introduction qui symbolise ce côté innovation. Mais en réalité, c'est plus que cela. Déjà dans les couleurs utilisées, dans Speed Racer, Tatsunoko utilisait 200 couleurs environ, contre 300 dans Judo Boy. Ça a l'air de rien comme ça, mais du coup avec une palette plus riche, le graphisme flatte davantage la rétine, même si c'est très loin de ce que l'on voit aujourd'hui. Cela étant, cela permet d'améliorer les textures des personnages, renforçant ainsi le côté réaliste, marque de la série. Tatsunoko a aussi révolutionné la manière de dessiner, notamment le style Gekiga, en étant l'une des toutes premières firmes japonaises à utiliser la machine à tracer, qui permet de reproduire plus facilement une image originale sur le cellulo utilisé pour réaliser le dessin animé. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cellulo, je vous renvoie à ma toute première vidéo. Pour en revenir à la séquence d'intro, c'est un effet stroboscopique jamais vu avant. C'est à Takeshi Seijo qu'on en attribue la paternité. Takeshi Seijo qui a par exemple bossé sur Ricky Star dont je vous ai déjà parlé, mais aussi, ou plus connu chez nous, les chroniques de la guerre de Lodos, le
premier film animé qu'est le survivant, le film Metropolis de 2001, Death Note ou encore Naruto Shippuden. Kurenai Sanshiro, c'est l'une de ses toutes premières expériences. Et la suite de l'opening, avec la disparition du rouge en tache de sang pour former le titre de la série, est tout aussi novateur. Ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque c'était réellement nouveau, hein. Même si nous, on n'a pas du tout fait gaffe à ce genre de choses quand on était petit. Et là, je ne parle que du générique, car l'ensemble de la série est novatrice sur les effets spéciaux qu'elle utilise. En fait, on se rend pas bien compte du travail de Tatsunoko et de son réel apport à l'industrie, car pour apprécier une œuvre animée, nous, on avait plutôt tendance à nous focaliser sur la fluidité de l'animation et la qualité des dessins, c'est-à-dire la partie Sakuga de l'animé. Je vous avais dit dans la rétro Astro que l'industrie animée du Japon était basée sur le principe de l'animation limitée, c'est-à-dire l'usage de quelques dessins par seconde plutôt que les traditionnels 24. Ceci afin de réduire les coûts de production. Mais vous pensez bien que si tout le dessin animé était de cette nature, avec 5 images par seconde, on se lasserait rapidement. D'où l'insertion de séquences dites Sakuga, durant laquelle l'équipe va mettre tous ses efforts dans l'animation afin de la rendre la plus fluide et esthétique possible et se rapprocher des 24 images par seconde, tel un chevalier de bronze se rapprochant de la vitesse de la lumière. Oui, je sais, je suis poète. Bon, comprenez par là que le nombre de cellulos est décuplé afin de vous donner envie. Et en un sens, c'est vrai que c'est essentiel, hein, mais l'apport de Tatsunoko se situe surtout sur le domaine de la photographie, et de l'usage des couleurs et des effets. Et c'est même une marque de fabrique de la firme. Les combats sont très chorégraphiés avec de nombreux effets, et l'utilisation parfois abusive de zoom et dézoom. C'est vraiment une autre façon d'interpréter l'animation. Quand on regarde le combat final de l'épisode 1 par exemple, on ne peut que constater ce style. Aux côtés d'Ippei Kuri, on retrouve son élève Isayuki Toriumi qui a scénarisé quelques épisodes. Mais la série était tellement complexe pour l'époque qu'ils se sont appuyés sur une aide extérieure, celle d'Eiji Tanaka, un ancien mangaka dans le domaine du shoujo et venant de Mushi Productions, la boîte d'Osamu Tezuka. Et son expérience dans le domaine du shoujo fait qu'il va travailler principalement sur les personnages féminins en plus d'être crédité en tant que directeur d'animation sur au moins 17 épisodes. Et on s'aperçoit que dans l'histoire de Tatsunoko, le dessin de Tanaka est resté. Les filles Tatsunoko, dans leur design, sont très identifiables, belles, fines et lancée, parfois très athlétique. Néanmoins, l'œuvre reste difficile à animer car elle met en scène des personnages plus réalistes, loin des formes plus rondes et classiques du dessin animé à succès de l'époque, comme Astro ou le Roi Léo. Après, il faut bien avouer une chose, l'animation de la série est loin d'être parfaite et paraît parfois saccadée, notamment pour les mouvements complexes. L'objectif reste toujours de transmettre le mouvement avec le moins de dessins possible, même dans les parties dites Sakuga. Kurenai Sanshiro, c'est un mélange de styles en fait. Le style shonen des frères Yoshida, influencé par les comics américains, le style shoujo avec Tanaka, qui vient contrebalancer cela, et le style Gekiga pour un design réaliste. La musique est l'œuvre de Nobuyushi Koshibe, qui était déjà responsable de la musique sur Speed Racer, et puis ensuite il a œuvré sur d'autres dessins animés comme Demetan, ou encore la version japonaise des Mystérieuses Cités d'Or. Le premier opening et le premier ending sont chantés par Katsuhiko Miki, et le second ending est chanté par Yori Shimazaki. Mais le nom que l'on retient le plus chez les fans de Japanimation, c'est celui de la chanteuse du second opening, Mitsuko Horie. C'est une chanteuse et seiyuu, c'est-à-dire une comédienne de doublage, très prolifique. Elle débuta sa carrière avec Judo Boy à l'âge de 12 ans et derrière elle va enchaîner avec énormément de dessins animés. Côté générique, c'est elle qui chante les VO de Candy, Gatchaman 2, Belle et Sébastien, Embrasse-moi Lucille et quelques thèmes de Senseiya et Sailor Moon. Côté doublage, voilà quelques-uns de ses personnages. Pollyanna, Lucille, Hilda de Polaris, Judy Abbott ou encore Sailor Galaxy. On suit Sanshiro qui vient d'assister à la mort de son père, tué par un combattant borgne. Du coup, il va parcourir le monde entier pour fracasser tous les borgnes avant de se rendre compte que ce n'était pas la bonne personne. Car notre ami, son seul indice pour retrouver l'assassin de son père, c'est qu'il lui manque un œil. En toute logique, donc, il poursuit et harcèle tous ceux à qui il manque un œil. Et heureusement qu'ils sont tous très méchants. Vas-y, allez, pour cela c'est quand tu veux, hein. Donc Kurenai Sanshiro, c'est l'histoire d'une quête personnelle qui sera le fil rouge, mais il n'y a pas de rapport entre les épisodes. Chacun peut être vu séparément. Et quand j'étais petit, j'étais quand même assez choqué, non pas de la violence, mais du nombre de borgnes incroyables dans le monde. J'ai beaucoup de chance. Ouais, t'as de la chance Gilbert, bande des 2 yeux ça compte pas. Bref, pour arriver à ses fins, Judo Boy peut compter sur son art martial, qui n'est pas du judo mais une forme de jujitsu appelée Kurenai. D'ailleurs, il n'est pas très bon visiblement car il n'a que la ceinture bleue, hein. Même pas de ceinture noire. Cela étant, ce concept m'avait toujours fait marrer, le héros en difficulté contre un ennemi et hop, dès qu'il met sa veste de kimono, il devient beaucoup plus fort. Alors pour être précis, car je sens déjà bouillir certains à l'évocation de kimono, et ils ont bien raison, en réalité on ne dit pas kimono, mais keikogi,
Le kimono est un vêtement traditionnel japonais qui se porte dans la vie courante. Voilà, ça c'est un kimono. Le keigogi, c'est un vêtement d'entraînement et de pratique sportive qui vient de keiko, pouvant être traduit par entraînement, et gi pour tenue. C'est le terme générique, mais chaque discipline peut avoir un nom qui lui est propre. Au judo, c'est le judogi. Au taekwondo, le dobok. La dérive vers l'utilisation du terme kimono à la place de keikogi est typique de certains pays occidentaux, dont la France. Dans sa quête, Sanshiro n'est pas seul, il est accompagné d'un gamin et d'un chien nommés respectivement Kenbo et Bokeh en VO, qui ont pour principale mission de lui envoyer sa veste de keikogi pour s'en sortir. Keikogi confectionné par sa mère, et il ne faut surtout pas lui manquer de respect. Regardez, c'est dégoûtant, il laisse traîner son linge sale. C'est ma mère qui a cousu cette veste de kimono et vous avez essuyé vos pieds dessus. Vous allez le payer. Pour parcourir le monde, il utilise sa superbe moto capable de rouler sur les murs. Bien sûr, dans cette quête, on y voit une référence au fugitif où Richard Kimball traversait les États-Unis pour retrouver l'assassin de sa femme. Et il faut quand même avouer qu'il voue un amour sincère envers son père, qui lui a bien rendu quand il était gamin. Mais oui, c'est comme ça qu'on élève les mômes à coups de planche dans la tronche. Tu ne m'auras pas comme ça. Oui, bats-toi jusqu'à l'épuisement. Ok, oui, bon, alors, ce qui est intéressant avec la série, c'est qu'elle bouscule un peu les convenances narratives. D'habitude, on retrouve notre héros dans son environnement traditionnel, il vit sa vie, et au bout d'un moment, un événement soudain surgit, et bouleverse la quiétude des protagonistes. Le héros s'en va pour résoudre le problème, le règle, et tout le monde revient à son quotidien. Dans Kurenai Sanshiro, on débute le plus souvent par l'incident, l'événement, ce qui fait que l'on est directement dans l'histoire, dans le feu de l'action. Alors cela peut être déroutant car il y a très peu de place pour l'exposition, mais la narration y reviendra plus tard. Par exemple, dès le premier épisode, on voit notre héros hurler le nom de son père qui se bat contre un inconnu. On ne connaît rien des personnages, on est directement dans l'action. Un schéma plus traditionnel aurait montré le héros dans son environnement classique, il va à l'école, à la pêche ou vole un scooter en fonction de l'environnement social dans lequel il évolue, et au bout de quelques minutes, on aurait eu la fameuse scène de combat qui déclenche l'aventure. Ici, on ne sait pas pourquoi ils se battent, comment le héros l'a su, mais où est donc Ornicar, comme dirait ma prof de français. Oui, je sais, ça n'a strictement rien à voir, mais c'était pour la placer et gagner un pari. Bref, à l'époque, ce genre de construction narrative était plutôt exceptionnel. Prenez par exemple les comics. Même dans le premier numéro de Spider-Man, qui va très vite, puisque Peter Parker acquiert ses pouvoirs dès la deuxième page, il y a quand même quelques cases ou préalables d'exposition. Si on appliquait le style Sanshiro, on démarrait direct à la page 2 en fait. Autre exemple, dans l'épisode 6 où Judo Boy fait face à des surhommes, on ouvre directement sur un combat entre lui et les surhommes. Et juste après le générique, on le voit sur une table d'opération en train d'être opéré. Encore une fois, on est directement dans l'action. Là aussi, dans un épisode traditionnel de milieu de saison, on verrait le héros arriver dans une nouvelle ville tranquillement, et au bout de quelques instants, il découvre un truc qui cloche, avant d'être mêlé à l'action à la moitié de l'épisode. Ce qui permet au spectateur de comprendre les enjeux et de comprendre ce qu'il va se passer. Ce n'est pas le cas ici. Le spectateur découvre la situation et n'aura des explications que bien plus tard. On peut aussi souligner, comme je l'ai dit en intro, l'aspect très sombre et violent de la série pour l'époque. Il y a des morts à chaque épisode, souvent le méchant du jour, mais aussi des innocents, ou compagnon d'un instant du héros. La série ne finit pas sur la vengeance du héros, en effet, Sanshiro ne trouve pas l'assassin de son père, et cela présageait d'une suite qui n'aura hélas jamais lieu. Vous êtes nombreux à vous le dire, mais quel est le style de combat de Sanshiro? Judo, karaté, jujitsu, comme on peut lire un peu partout. Alors en fait, c'est un style d'art martial propre à la série. Le style Kurenai qui mélange un peu les trois styles que je viens de citer, on y trouve des projections, des clés, des coups de pied, points. Mais quand on reprend l'origine de l'œuvre, les intentions des auteurs, on s'aperçoit que l'art martial de référence, c'est bien le Jujitsu. Le nom Sanshiro est un hommage à Sanshiro Sugata, un personnage de roman de l'écrivain Tsuneo Tomita qui fut adapté au cinéma en 1943 par un certain Akira Kurosawa qui débutait en tant que réalisateur. Ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire, Sanshiro veut apprendre le Jujitsu, mais se mettra finalement au judo, après en avoir constaté la supériorité. Comme si les auteurs de Judo Boy avaient voulu redonner ses lettres de noblesse au Jujitsu, art plus ancien que le judo.
La série débarque en France le 30 janvier 1985 sur Antenne 2. Alors, j'ai lu sur plusieurs sites qu'il serait arrivé en 1983, mais je n'ai trouvé aucune confirmation sur les grilles de programme de cette époque, contrairement à 1985. Mais ce n'est pas improbable, hein, car après recherche, le générique daterait de 1983, et d'ailleurs on voit le copyright datant de cette année dans les crédits du générique de fin. Si vous avez une précision à apporter, n'hésitez pas. J'en vois déjà 2 ou 3 qui vont venir m'éclairer sur le sujet dans les commentaires. Et justement, parlons générique. Ce dernier est l'œuvre de Jean-Daniel Mercier pour la composition et Roger Dumas pour les paroles. Jean-Daniel Mercier a beaucoup œuvré dans les dessins animés, il a aussi composé pour Déméthane et Edgar de la Cambriole à l'époque. Quant à Roger Dumas, acteur et parolier, il signe les paroles. Lui aussi, ce n'est pas la seule fois où il interviendra dans l'animation, il a fait plusieurs génériques, et notamment qualité en tant que co-auteur pour celui-ci. Le capitaine Flamme. Avec Jean-Jacques Debout, bien évidemment. Au chant, on retrouve l'inégalable, l'intemporel Michel Barouille, à qui j'ai dédié une vidéo spécifique. Inutile de vous dire que j'adore ce générique, je vous invite à voir le Rétrostar qui lui est consacré. Côté doublage, il n'y a pas beaucoup de comédiens marquants, car en réalité, il y a une poignée de personnages réguliers. Néanmoins, cela permet de mettre davantage en valeur un comédien de doublage que j'aime beaucoup, François Leccia. Je vous en ai déjà parlé dans la rétro Sankukai, car c'est lui qui double Hayato. Mais il est présent dans beaucoup d'œuvres, c'est aussi Super Durand dans le dessin animé éponyme, ou encore Albator. Il a doublé Van Damme, John Travolta, Harry Hamlin, c'est aussi Norman Turtle dans Tonnerre Mécanique, j'en reparlerai bientôt. Mais François Leccia, c'est aussi un acteur que vous avez pu voir dans ce film-là. Regarde. Eh oui, son anglais, j'avais la moyenne. Bon, le petit Ken est doublé comme souvent par une femme, en l'occurrence Francette Vernilla, actrice et comédienne de doublage, très connue pour Tom Sawyer, Booba et pas mal de voix dans l'école des champions. A noter que la traduction française ne s'est pas trop ennuyée pour trouver le nom du héros, ils ont vu passer un Kikogi, qui leur a fait penser au judo, et ils ont appelé ça Judo Boy. Cela reste plus joli que Karate Boy ou Jujitsu Kid, mais quand même moins sympa que Karate Kid. Alors qu'en plus, je vous l'ai dit, il fait pas de judo. Autant que je m'en souvienne, le dessin animé n'a pas marqué les esprits. Enfin, j'ai pas l'impression, si ce n'est son générique cultissime évidemment. Sans doute parce que lorsqu'il arrive, il est déjà dépassé par rapport à d'autres dessins animés et que l'on perçoit mal en tant qu'enfant l'intérêt profond du DA dans lequel on s'attache à ne voir que des gens qui se battent, mais n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. Enfin, veuillez noter qu'Izan Manga a édité en français les 2 volumes japonais pour 30 € dans une belle édition en rupture de stock. Pour finir cette rétrospective, je vous propose de voir ensemble et en accéléré l'épisode qui m'a le plus marqué, ou du moins celui dont je me souvenais le mieux, les surhommes. Oui, bon, d'accord, c'est utile de le préciser pour éviter de tout prendre au premier degré. Et évidemment, je vais un peu me moquer, mais comme toujours, avec beaucoup d'affection. Donc, comme je vous le disais, on est directement dans l'action où Judo Boy perd son combat et se retrouve sur une table d'opération avec un savant fou. Je vous le cache pas, le rythme est plutôt lent. On retrouve ensuite Ken et Bobo, qui cherchent Judo Boy et tombent sur une jeune fille, dont le passe-temps est de s'asseoir sur les branches d'arbres. Le gamin, après s'être fait acheter par de la nourriture, se retrouve dans la demeure de la jeune fille, mais Bobo sent le danger et l'on découvre que la jeune fille n'est autre que la fille du docteur Fou et qu'elle s'appelle Marie. Et ça, on l'avait vraiment pas vu venir. Voici Ken, mon nouvel ami. Oh, et bonjour, monsieur. Ah, c'est bon chez vous. Mais il est plein d'humour. Ah, ça... Bah, c'est pas drôle en fait. Bon, le docteur repart à son laboratoire et Marie propose à Ken de rester la nuit. Normal. Pour être franc avec vous, je commence déjà à avoir faim. Ah non, toujours pas. La nuit tombée, on retrouve alors des ombres mystérieuses. Ah non, là je crois que c'est pas la bonne musique en fait. Donc, les surhommes pillent une banque française et Judo Boy ne comprend pas. Mais je ne comprends pas pourquoi je me trouve ici, en train de voler une banque. Sans doute parce qu'il ne parle que le japonais. Notez quand même l'effort du Docteur Fou qui a pris le soin de fournir à notre ami une tenue différente, sans masque, afin que le spectateur puisse le reconnaître et bien suivre l'intrigue. Comme je vous le disais, des innocents se font tuer et Judo Boy est outré des méthodes pas très gentilles des méchants. Écran suivant, on n'a même pas le temps de pleurer les gardiens qu'on retrouve Judo Boy se faire fouetter par le Docteur Fou, car Judo Boy a une trop grosse volonté. Mais grâce à la super force que le docteur lui a donnée, il arrive à s'échapper. Alors non, là je dois intervenir, mais non. Si vous pétez la poignée, vous pourrez pas ouvrir la porte, normalement. Péniblement, Judo Boy arrive donc à s'enfuir et le spectateur est en haleine. Il décide alors en toute logique, sans doute pour se mettre en sécurité, de rejoindre la villa située juste au-dessus de la planque secrète des surhommes. Car comme le dit le proverbe japonais, sois proche de tes amis, mais encore plus proche de tes ennemis. Non, c'est de Coppola dans Le Parrain 2, ça. Ah ok,
Ok, autant pour moi, donc on retrouve Judo Boy dans un lit. Oh, apportez-moi vite le plus de cordes possible. Wow, bon sang, ce dessin animé ne perd vraiment pas de temps. Les ellipses scénaristiques, c'est quelque chose. Donc on retrouve notre héros qui se fait ligoter pour éviter d'être contrôlé par le méchant docteur. Oh, mais pourquoi il veut pratiquer le bondage dans un moment pareil? C'est alors qu'il découvre qu'un truc qui brille dans sa jambe contrôlait son cerveau. Je ne sais pas du tout quelle est la logique derrière ça, peut-être que l'homme pense avec ses pieds. J'aurais trouvé ça plus logique avec sa mais bon. Il serait plus sage de récupérer un peu. Mais oui, elle a raison, tu peux pas te lever comme ça. Et puis Marie est une très bonne cuisinière. Lui, de toute façon, dans tout l'épisode, il pense qu'à bouffer. Bref, Judo Boy comprend alors soudainement toute l'histoire, et pour que nous aussi nous le comprenions, il fait son fameux geste iconique et se libère de l'emprise du docteur. Pendant ce temps-là, Marie se demande si son père n'est pas derrière tout ça. J'espère que non. Bah non, Marie, je ne vois pas ce qui peut te faire penser que le propriétaire de la maison située au-dessus d'un repère de brigands puisse être mêlé à tout ça. Ça n'a vraiment aucun sens, voyons. Non mais vous avez vu la taille de ce truc là? Et ça tenait sous la peau. Je comprends qu'il l'ait pas mis dans le cerveau en fait. Hein. Mais bon, pour les besoins de cette rétro, j'ai quand même cherché de la documentation médicale sur un possible lien entre la cheville et le contrôle du cerveau. Moi je suis à fond moi. Et je vous annonce d'ailleurs assez fièrement que j'ai rien trouvé en fait. Donc poursuivons. Une fois libéré de l'emprise, Judo Boy fait la chose la plus logique qu'il soit et retourne chez le Docteur Fou. Mais Marie a réussi à soulever la trappe en pierre qui pèse plus de 50 kg et elle découvre toute la supercherie elle aussi. Et pour bien convaincre Marie, le méchant choisit le bon moment pour dévoiler tout son plan machiavélique et son butin à Judo Boy, au lieu de le fouetter comme il avait fait juste avant. Marie est effondrée et se fait choper. Elle essaye de raisonner son père, mais celui-ci lui explique que c'est un gentil finalement, évidemment. Mais Marie, qui a oublié d'être bête, ne le croit pas et s'enfuit. Et hop, on change de scène et juste après débarque une personne qui vient de nulle part, avec la même voix que Marie. Je dois vous sembler ridicule, je sais, mais je suis toujours intimidée quand je suis devant un grand savant. Je me demande qui cela peut être. Ah mais attendez. Je regrette. Je vous en prie, professeur, attendez. Je ne sortirai pas... Regardez la même façon de s'asseoir sur des sièges improbables. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quelqu'un? Et c'est vrai qu'elle fait très sportive, elle doit être très souple. Petit cochon va. Allez hop, changement de plan direct et la jeune femme est lobotomisée pendant que tout le monde se demande ce que fout Judo Boy depuis 3 jours. Ah bah le voilà, il s'entraîne et il a toujours pas changé de fringue. On dirait qu'il s'est passé que 3 minutes entre le moment où Marie s'en va et l'arrivée de la nouvelle jeune femme. Mais non, c'est bien 3 jours. Bon, la jeune femme est modifiée génétiquement, elle fracasse le sbire grâce à une technique de vitesse ultra élaborée, et Judo Boy décide enfin d'intervenir. La jeune femme se barre alors sans raison. Mais on lui fait pas Judo Boy, lui aussi c'est un intellectuel, il a reconnu Marie. Judo Boy, qui a vu Marie 30 secondes dans sa vie, arrive à la reconnaître et pas celui qui l'a vu naître. Remarquez, il a peut-être pas vu naître en fait. Bon, on sait pas. Et puis, il l'a sans doute pas élevé non plus, en réalité. Et là, le jeune enfant que j'étais découvre émerveillé que la Marie avait un plan incroyable. Pourquoi faites-vous ça? Je ne comprends pas. Je vais obliger mon père à mettre fin à ces horribles travaux. L'adulte que je suis devenu se dit avec un brin d'ironie « Oui, Marie, c'est un super plan de vouloir arrêter ton père en te faisant le laver le cerveau. » Du coup, Judo Boy est forcé de l'affronter dans un duel épique, mais heureusement, il a compris la ruse. Oh, mais bon sang, elle utilise la même technique que moi dans le générique. Et une même attaque ne marche pas 2 fois contre un chevalier. Oui, je sais, cela n'a aucun sens ce que j'ai dit. C'est pas un chevalier. Mais cet épisode non plus n'a aucun sens. Hein. J'ai trouvé. Quand elle change de sens, elle doit rester immobile une fraction de seconde. Mais il ne faut pas la regarder, ça ne sert à rien. Ah bon? Mais comment tu sais alors qu'elle change de sens si tu la regardes pas? Du coup, Judo Boy contre cette technique par celle des yeux fermés qui lui permettent de visionner mentalement l'adversaire. Il utilise alors sa propre technique d'effet stromboscopique et maîtrise Marie qui portait un masque en fait. Hein. C'est pour ça que le père ne l'avait pas reconnu. Ce dernier-là pleure de tout son corps pendant 4 secondes, et puis s'énerve. On voit qu'il s'énerve hein, car ça clignote et il y a des effets de zoom et puis tout explose. Pourquoi? Le père de Marie avait été tué par les êtres qu'il avait lui-même créés. Le ciel l'avait puni. Ah ok, bah oui alors, c'est le mot de la fin. C'était Judo Boy. Alors oui, la série a mal vieilli, c'est vrai. Mais elle a 55 ans et très franchement, j'en étais fou quand j'étais petit. Prenez soin de vous, allez voir Judo Boy. Salut! Et tu frappes Judo Boy comme un samouraï.